Bonsoir. Syndicats et associations de consommateurs sont vent debout depuis quelques jours contre une taxe sur les transferts d'argent électronique qui entre en vigueur dès 2022 dans notre pays. La taxe de 0,2% passe mal au sein de l'opinion au moment où le projet de loi des finances a été adopté à l'Assemblée nationale. Les mêmes mouvements consuméristes s'offusquent de l'augmentation des prix des produits de première nécessité au Cameroun à l'approche des fêtes de fin d'année. Notre invité est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs, l'une des organisations qui interpelle le gouvernement depuis quelque temps sur les attitudes qui visent à asphyxier les consommateurs. Alphonse Aïssi Abena, bonsoir. Voilà, bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir d'être là pour édifier les nombreux téléspectateurs et surtout les ménages qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts depuis quelques années au Cameroun. La Fondation camerounaise des consommateurs a pris la parole il y a quelques jours pour dire non à l'injustice fiscale. L'injustice fiscale face au projet d'imposition, de 0,2% sur les opérations de transfert d'argent. Le projet de loi était encore à l'Assemblée nationale et il est passé il y a quelques jours. Oui, mais je rappelle que malgré la réticence, il y a certains députés de l'opposition qui ont voulu poser des questions sur l'adoption de ce projet de loi. Ils n'ont pas eu droit au chapitre. On leur a refusé la parole. Je pense comme ça au président du PCN, Cabral Lévy, et au député du SIF, Jean-Michel Nithieu. Donc vous voyez qu'il ne faudrait pas que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, se présente comme une chambre d'enregistrement. Ce sont des élus du peuple, ils sont à l'écoute du peuple. Et nous, nos doléances doivent être portées par ces élus du peuple, notamment les députés de la nation. Et lorsqu'on arrive à constater que ça devient un champ d'enregistrement, nous sommes véritablement étonnés et stupéfaits. Raison pour laquelle cette taxe, nous la considérons d'illégale. Il faut rappeler que la monnaie électronique est régie par les tests de la COBAC, notamment la BEAC. Donc, on ne peut pas s'immiscer dans les transactions bancaires sans l'aval, l'autorisation de la BEAC. Donc, vous avez vu que l'État du Cameroun veut imposer 0,2% dans les transferts mobile money. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de quoi? La loi dit quoi? La loi dit que toute opération de transfert et de retrait d'argent via le numérique, notamment via le mobile money, toutes ces transactions seront assujetties à une taxe de 0,2%. Je prends un exemple banal. Si je veux envoyer 500 000 francs CFA via mon compte Mobile Money à l'un de mes partenaires qui se trouve à Garoua, en Gaoundéré, il va falloir que je supporte 0,02%. Pourtant, vous allez voir chez tous ces opérateurs qui manipulent les unités de valeur, notamment le Mobile Money, c'est plafonné à 5 000. D'autres, c'est 3 600. Donc, vous voyez que ça va baisser le pouvoir d'achat du consommateur que je suis. C'est énorme. Et la COBAC interdit cela. Et cet argent rentre dans la poche de qui? Cet argent 0,2%. entre donc, c'est une taxe comme on dit, oui. C'est en ressources dans le budget de l'État qui veut réaliser certains investissements. Mais quand on regarde même ce budget, vous allez constater que c'est un budget de prédation, un budget au service du règlement de la dette. À quoi a servi les dettes que nous avons empruntées de part et d'autre? Il y a des éléphants blancs. Aujourd'hui, on nous parle de Lompanga, on nous parle de Mekil, on nous parle du pont en eau profonde. Tous ces investissements, est-ce qu'ils ont déjà produit de la valeur ajoutée? Nous disons, nous ne voyons pas, raison pour laquelle on vient encore asphyxier le pauvre consommateur. C'est pourquoi nous parlons d'injustice fiscale. Parce qu'il est incompréhensible, ceux qui utilisent le mobile money. La BIAC a voulu l'inclusion financière en prônant le mobile money. Le mobile money est utilisé par les classes populaires. Je prends un exemple clair. Si M. Tipq a un compte en banque dans un établissement bancaire reconnu dans la CEMAC, il peut virer plus de 20 millions à son collègue qui est dans la même banque que lui gratuitement. Mais le Ben Skinner, le mototaximan qui veut envoyer 5 000 à sa maman qui est restée au village du fait de la crise anglophone, il a dû se déplacer pour venir trouver un petit boulot. Aujourd'hui, celui-là va encore supporter des frais supplémentaires, une taxe qui va encore venir réduire son train de vie, au lieu de trouver des solutions pour créer les emplois, mais l'État recherche des niches tout azimut pour venir asphyxier le pauvre consommateur, d'où notre cri
On dit non à cette injustice fiscale. Vous craignez justement, vous l'avez dit, la diminution du pouvoir d'achat des classes populaires et une entorse à l'inclusion financière de la BEAC. De quoi s'agit-il concrètement? L'inclusion financière, comme je le disais tantôt, l'inclusion financière, c'est quoi? Quand on regarde le taux de bancarisation au Cameroun, il est moins de 30%. Donc si on a 20 millions de Camerounais, moins de 6 millions ont un compte bancaire. Donc il faut aller vers le numérique. Et quand on part vers le numérique, quand on part vers l'inclusion financière, il y a traçabilité des mouvements. Il y a lutte contre le blanchiment. Il y a lutte contre le financement du terrorisme. Parce que les comptes sont traçables. Raison pour laquelle la BEAC a donc pris un règlement qui encadre l'exercice de l'émission de la monnaie électronique. Dans son article 12, il est bien dit que toute modification de la tarification des services doit avoir son aval, son autorisation. Donc la loi des finances qui, elle, vient de façon flagrante et imposer une taxe sans l'avis, sans l'autorisation de la BEAC, ça viole les dispositions réglementaires communautaires. Je rappelle qu'on a signé les conventions. Les règlements de la BEAC s'imposent à tous les pays de l'Union monétaire d'Afrique centrale. Donc on ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce règlement. Le gouvernement lui estime que cette mesure vise à contribuer à l'accroissement des ressources de l'État. C'est un justificatif qu'on peut comprendre, non? Non, nous ne pouvons pas comprendre ce justificatif. Je rappelle qu'au Cameroun, il y a 3 régions qui sont sinistrement, économiquement sinistrées. Donc ça veut dire que l'État, au lieu d'aller vers le développement de ces économies, pour qu'il y ait le pouvoir d'achat, pour qu'il y ait la production, afin d'engranger plus de recettes, se contente à venir déjà asphyxier à nouveau ceux qui ont un pouvoir d'achat déjà délabré. Je rappelle que si vous reconnaissez, au Cameroun, si vous reconnaissez vous-même, Alphonse Aïssi Abena, que nous avons 3 régions économiquement sinistrées aujourd'hui, il est question effectivement pour l'État de faire tout ce qui est de son pouvoir pour accroître effectivement ce budget-là. On a besoin d'argent, il faut aller chercher l'argent où il se trouve, non? Mais c'est une injustice. Quitte à chercher chez le consommateur lui-même. Je vous parle peut-être maintenant, je prends la peau d'un chef d'entreprise. Lorsqu'une entreprise va mal, vous allez voir que le chef d'entreprise va mettre certains travailleurs en chômage technique ou bien va mettre à la porte faire un licenciement économique. Donc si on a des régions économiquement sinistrées, il faudrait qu'il y ait cette même stratégie. Donc on ne peut pas continuer à payer la même masse salariale des enseignants qui ont déserté ces zones, parce qu'aujourd'hui, c'est le Camerounais qui travaille dans les 16 autres régions qui supporte encore la masse salariale de ces fonctionnaires qui ne travaillent pas. Donc il faut une logique. Donc si on dit qu'il y a des régions qui sont économiquement sinistrées, il faudrait qu'on sente que le gouvernement a mis en chômage technique certains fonctionnaires, puisque là-bas, il y a des sous-préfets qui ne résident pas, on les met en chômage technique, mais vous allez voir le contraire qui se pose. Il y a des recrutements. Donc il y a augmentation des charges de l'État. L'État ne veut pas réduire son train de vie, mais l'État vient puiser encore dans le pouvoir d'achat du pauvre consommateur qui est un SMIC, je le rappelle, le plus faible au monde, l'un des plus faibles au monde, qui est de 36 000 francs CFA. Avec 36 000 francs CFA, au lieu d'avoir des mesures d'accompagnement. L'unique mesure d'accompagnement que le président de la République avait prise en 2020 pour essayer d'atténuer les effets du coronavirus, c'était l'augmentation de l'allocation familiale de 2500 à 4500, de 2800 à 4500. Et dès lors, cette augmentation n'est jamais entrée en vigueur. Donc vous voyez que ce qui concerne les ménages, ce qui concerne les consommateurs, on attend des décrets d'application à ne plus finir et le consommateur, lui, ne voit aucune mesure du gouvernement vers l'amélioration de son pouvoir d'achat. Mais d'année en année, chaque mois, il y a toujours une nouvelle taxe pour venir diminuer son pouvoir d'achat. C'est là notre cours. On vous a écouté tempêter sur la question. On a écouté certains parlementaires également qui se sont exprimés peut-être hors de l'hémicycle sur la question par après. La loi a été adoptée, on l'a dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale. Peut-être que vous espérez que par le jeu de la navette parlementaire, le Sénat peut retoquer. Ce texte peut demander une relecture, non? Nous comptons maintenant sur les sénateurs. Ouais. Bon, vous savez que est-ce que vous attendez quelque chose d'eux? Il y a la discipline du parti. Et je crois qu'avec cette discipline de parti... Le Sénat n'est pas un parti? Il y a la discipline du parti. Quand je parle du Sénat, vous savez que cette chambre est composée à plus de 80% d'une formation politique.
Et dans cette formation politique, il y a la discipline du parti. Lorsque le président de la République, qui est en même temps président national de ce parti, envoie un projet de loi, c'est un peu comme une lettre à la poste. Et on le constate depuis des années. Il n'y a aucune proposition émanant d'un parlementaire qui s'est transformée en loi. Tout vient toujours des projets de loi qui se transforment en loi. Et même avec ce Parlement, on l'oublie souvent et on passe par ordonnance. On l'a vu en 2020 avec la loi rectificative du budget de l'État. Ouais. Donc, on ne comprend pas que ces députés ne veulent pas écouter les doléances du mouvement consumériste. Et je suis sûr qu'en mi-2022, il y aura une nouvelle ordonnance qui va venir rectifier ces lois de finances. Le président de la République en a le droit, il faut qu'on soit précis là-dessus. Mais à quoi c'est dans le clair Parlement? sur la question. Mais le président en a le droit, ce n'est pas illégal du tout. Même s'il a le droit, Ouais. nous sommes en démocratie. Dans la démocratie, on est il faut qu'il y ait l'équilibre des pouvoirs. Tout à fait. On ne peut pas toujours passer en force, passer outre les avis des uns et des autres. À chaque fois, effectivement, Alphonse Aïssi Abena, l'adoption des lois de finances fait des gorges chaudes. Le mouvement consumériste est-il associé ou tout au moins consulté lors de l'élaboration des avant-projets de loi de finances? Mais les avant-projets de loi de finances, le ministre en charge de cette question n'associe jamais le mouvement consumériste. Il se contente quelque temps à appeler le secteur privé pour leur faire part de certaines taxes de droits d'assises qui vont être une innovation de leur loi, mais le mouvement consumériste n'est jamais associé. Je rappelle que c'est le consommateur final qui supporte l'intégralité de l'impôt, l'intégralité des taxes. Les entreprises ne sont que là pour collecter et reverser à l'État. Je rappelle qu'on a une TVA, l'une des TVA la plus forte en Afrique. La TVA, c'est une taxe sur la consommation, elle est de 19,25%. Et quand vous venez en rajouter avec les droits d'assises sur les produits alimentaires comme les boissons hygiéniques, vous venez encore en rajouter avec les 0,2% sur la taxe sur les transferts d'argent. Vous voyez que c'est le consommateur qui supporte tout. Et en retour, il n'a aucun avantage. Et même pour l'écouter, il n'est pas écouté. Et lorsqu'une loi de finances est élaborée et adoptée sans l'avis du mouvement consumériste, c'est une loi qui va à l'encontre et qui est contre les ménages, contre les consommateurs. Vous avez saisi le ministère des Finances sur la question et même le Parlement, pourquoi pas? Vous avez tenté quand même de vous faire écouter? Mais chaque fois, nous faisons ce qu'on appelle des recommandations, des propositions pertinentes. Nous avons parlé par là de la réduction du train de vie de l'État. Je rappelle les pays que nous aimons citer en exemple, notamment la France et l'Hexagone. Il y a combien de ministères? Il y a combien de personnalités qui ont rang de ministre? Au Cameroun, on est déjà à plus d'une centaine de personnalités avec rang de ministre. Pourquoi effectivement? Avec un pays qui se dit pauvre, très endetté, comment est-ce qu'on peut avoir ce luxe d'avoir une multitude de ministères? Les ministères sont éclatés souvent par 3, par 4. L'enseignement, il y a 4 ministères. Sur la question du train de vie de l'État, Alphonse Aïssi Abena, on en parle depuis de nombreuses années, depuis plus de 2 décennies maintenant. La réduction du train de vie de l'État, on parle des poches budgétivores, des administrations qui ne servent parfois pas à grand-chose, l'utilisation des fonds alloués aux différents départements ministériels et autres administrations, utilisation parfois jugée abusive. On en parle depuis de nombreuses années, rien ne change et pourtant il fallait simplement peut-être appuyer sur ce levier-là pour que le consommateur se voit un tout petit peu libéré, non? Mais c'est sur ce levier qu'il faut appuyer. Parce que quand je vous parle de budget, ce sont les charges de fonctionnement et d'investissement qui doivent être couvertes par des recettes. Donc, si on a des charges qui baissent, donc on aura moins de pression fiscale. Il faut regarder dans les poches où les charges sont véritablement énormes, notamment le train de vie de l'État. Je rappelle que l'État prévoit encore cette année acheter pour plus de 5 milliards de francs CFA des véhicules. C'est énorme et ça c'est la fuite des capitaux. Je rappelle qu'il y a des institutions où vous posez la question au consommateur lambda, il ne saura pas à quoi cette institution, notamment le Conseil économique et social, se réunit quand? Il y a combien de membres? Chaque année, ils ont un budget de 1 milliard à 2 milliards. Qu'est-ce que fait cette institution? Il y a plusieurs d'autres. Comme lesquels vous avez cité. Je rappelle que le Sénégal a dû supprimer une chambre dans son parlement pour investir à la création des grands chantiers, notamment de l'aéroport. Vous voyez, l'aéroport du Sénégal est un aéroport qui respecte les normes internationales où les avions, notamment des États-Unis, peuvent y décoller et atterrir.
Est-ce que c'est le cas du Cameroun? Est-ce que nous pouvons accueillir les grands Boeing? Est-ce qu'on a un aéroport digne de ce nom? Voilà les investissements qui font entrer les devises. Mais nous faisons des investissements qui sont des gouffres à sous. Nous créons des institutions budgétivores. Rien que pour la crise anglophone, il y a plus de 8 institutions qui ont été créées. À quoi servent ces institutions? Est-ce que les ministères en charge de ces questions indirectement ne pouvaient pas adosser ce tablier et résoudre le problème peut-être du multiculturalisme? On pouvait donc remettre cette fonction au ministère de la Communication. Quand vous regardez la réinsertion des BDR, on pouvait confier cela au ministère de la Défense. Donc pourquoi multiplier les institutions? Quand on multiplie les institutions, vous allez voir que le budget de fonctionnement est à 70% du budget alloué. Donc ça veut dire qu'on pouvait mobiliser les fonctionnaires qui, eux, se tournent souvent pratiquement les pouces. Je rappelle que les fonctionnaires camerounais arrivent tout le temps, pas pour la plupart, hein, parce qu'il y en a qui mouillent véritablement le maillot. Certains arrivent à 9h et retournent à 13h. Et ils sont payés avant le 24 du mois. Donc on ne peut pas continuer avec cette même stratégie où le citoyen, lui, n'a plus de droit, il est asphyxié, et que certains fonctionnaires se pavanent et viennent ici nous étreindre, nous asphyxier. La question de la vie chère préoccupe également. Les coûts des produits de grande consommation flambent dans nos marchés. Nonobstant les assurances du ministère du Commerce, que se passe-t-il exactement? C'est quoi le véritable souci à ce niveau? Mais je rappelle que les consommateurs sont abandonnés dans la gueule du loup. Nous avons donc des entreprises pratiquement qui dictent la loi. Pourtant, il y a des produits et services dont les tarifs sont soumis à l'homologation préalable. Il en est de même, pour citer par exemple, il y a du riz, il y a du fer à béton, il y a du ciment. Mais vous allez voir que certains distributeurs, dans des zones reculées, appliquent le prix. Et le ministère du Commerce se cantonne à Yaoundé pour dire que l'inflation est maîtrisée. Nous demandons à ce ministre du Commerce de faire comme son collègue de la Santé, de faire des descentes inopinées dans les marchés. Il existe des brigades, non? Il n'y a pas que le ministre pour faire des descentes. Qu'il vienne ici à Sandaga. Il n'y a pas que le ministre pour le faire. Vous savez qu'il existe des brigades au ministère du Commerce, non? Dans les délégations régionales et autres qui font des descentes. Vous parlez de la brigade de répression de fraude. Chaque jour, lui-même prend des arrêtés pour démettre certains membres de cette brigade qui sont englués dans la corruption, pour la plupart. Donc, à lui de faire la descente, de toucher du bout de doigt. Je rappelle qu'il est là depuis 2004. Quand il est arrivé en 2004, combien coûtait le litre de carburant à la pompe? C'était à moins de 450 francs CFA. Aujourd'hui, ce même litre est à 630 francs. Ce n'est pas le fait du ministre du Commerce. Puisqu'il dit qu'il maîtrise l'inflation, on prend juste un bilan de 2004 à 2021. Le prix notamment du kilo du riz, le prix du kilo de poisson. Donc, je rappelle que nous importons de 80% ce que nous consommons. Donc, vous voyez que notre balance commerciale est toujours déficitaire. Les chiffres de l'INS, le premier semestre, le déficit était de l'ordre de 750 milliards. C'est trop. Et si ça continue, nous allons vers la dévaluation de notre monnaie, donc vers l'appauvrissement encore des consommateurs et des ménages. Vous pointez une fois de plus l'État à travers le ministère du Commerce et pourtant il est avéré aujourd'hui, Alphonse Aïssi Abena, que certains importateurs et commerçants sont passés véritables maîtres dans l'art de dicter ce qu'ils veulent aux consommateurs sur le marché. Et pour revenir sur la question justement de la flambée des prix et même de la pénurie que l'on observe parfois en fin d'année, il en existe qui créent des pénuries artificielles comme ça pour faire grimper les prix et bien d'autres. Ici encore, ce n'est pas l'État, non? Mais c'est l'État parce que l'État a le rôle de régulation. L'État est le gendarme des marchés, notamment à travers le ministère du Commerce et même le ministère de l'Eau et Énergie qui a aussi une brigade de répression de fraude pour les produits pétroliers. Donc, si ces ministres veulent toujours rester dans leur salon feutré, ne pas descendre sur le terrain, nous les consommateurs, nous avons subi de plein fouet la fluctuation et l'inflation imposée par certains commerçants véreux. Je rappelle que le même ministre a pris un arrêté qui rend certains produits et services éligibles à l'homologation préalable. Mais vous allez voir, comme le sac de ciment, aujourd'hui, plusieurs cimenteries, du fait peut-être de l'éclosion du fret maritime, ont réajusté les prix. Il en est de même du fer à béton. Qu'est-ce que ce ministre a dit? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une tarification du sac de ciment par ville dans le pays?
On ne peut pas. Combien doit coûter? Il me semble justement qu'une décision a été prise dans ce sens. Il y a 3 mois de cela, ou 4 mois, tout au plus, venant justement du ministère du Commerce, après une concertation à Yaoundé avec les acteurs de ce secteur, en ce qui concerne le ciment notamment. Oui, mais c'est là où je vous dis que lors à la sortie de cette concertation, on a donné les prix qui doivent être applicables dans les au villes de niveau Douala des Yaoundé, deux villes. Douala et Yaoundé. Qu'en est-il maintenant de Bamenda, de Deya, de Garoua, de Bertois? Le ministre doit jouer son rôle. Les Camerounais ne résident pas uniquement à Douala et Yaoundé. Donc lorsqu'on veut rendre d'application certaines tarifications, il faudrait que les Camerounais qui se trouvent dans les 4 coins du pays soient véritablement intéressés, qu'on sache et que nous, maintenant, quand il y a cette tarification qui est rendue publique, qu'on puisse communiquer avec nos membres en disant qu'il faut veiller au grain, soyez vigilants, voici le prix homologué. Mais ce n'est pas le cas. Il se cantonne uniquement dans les villes de Douala et Yaoundé. Le Cameroun ne se résout pas seulement dans ces 2 villes. Raison pour laquelle on invite le ministre du Commerce à être plus transparent, à être plus proactif et surtout à être notre défenseur principal. C'est son rôle régalien. Nous ne sommes que là pour dénoncer, apporter des propositions, mais ceux qui ont le pouvoir de sanction, de répression, ce sont les pouvoirs publics, notamment le ministère du Commerce. Quid de la disponibilité des produits de grande consommation sur les marchés camerounais en cette période de fête de fin d'année? Qu'en est-il exactement? Quelle est la situation présente? Mais la situation est déplorable. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'entreprises. Quand vous prenez par exemple le cas de celles qui font dans les huiles végétales, elles n'arrivent plus à avoir la matière première. L'huile de palme, elles n'arrivent plus, elles sont obligées d'importer. Est-ce qu'on doit être dans un modèle économique où on importe tout? En important, ça veut dire qu'on est en train de supprimer les emplois pour les Camerounais. C'est pourquoi nous, on donne toujours ce conseil à tout consommateur. Lorsque j'achète un produit, est-ce que lorsque j'achète ce produit, il y a un Camerounais qui trouve du travail? Il y a un Camerounais qui voit son activité économique être pérenne? Nous devons nous poser ces questions. Mais le gouvernement ne se pose pas ces questions. Le gouvernement a donné un chèque en blanc à tous ces industriels d'importer. Non, au-delà de la question de l'industrie, je parlais de la disponibilité, Alphonse. Mais c'est pourquoi, comme nous dépendons de l'extérieur, lorsqu'il y a peut-être crise de coronavirus, il n'y a plus approvisionnement des marchés. Raison pour laquelle il faudrait que le gouvernement qui avait lancé le Made in Cameroun soit de plein pied dans cette campagne. Il est impensable qu'au Cameroun, on importe encore pour 100 milliards de poissons congelés, avec le potentiel aquacole que nous avons. Je rappelle qu'il y a 4 millions d'hectares d'eau douce pour faire l'aquaculture. Mais est-ce que le gouvernement est dans la promotion de cette activité, dans la promotion de la pisciculture? Le gouvernement se contente uniquement à accorder des autorisations d'importation. C'est le cas aussi pour le blé. Je rappelle qu'il y a 30 ans de cela, il y a une entreprise qui s'appelait Sodi Blé qui produisait du blé au niveau de la plaine de la Damawa. Cette entreprise est tombée en faillite. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas essayer de réjecter des financements, des fonds pour la création de ce type d'entreprise? On ne peut pas dépendre de l'extérieur. On ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole, mais nous importons. Aujourd'hui, la Sonara, qui est pratiquement en arrêt, ne raffine plus. Elle aussi, elle est devenue comme une agence d'import-export. Est-ce que ça doit continuer ainsi? C'est la fuite des capitaux, c'est la fuite des devises. Et c'est pourquoi je dis, ça ne crée pas les emplois, parce qu'il faut de la création des chaînes de valeur. Même l'entreprise minière, quand vous prenez tous les secteurs au Cameroun, je dis que tout ce que nous consommons, nous importons à 80%. Avec cela, on peut créer des emplois et avoir des produits de qualité et lutter contre les pénuries. Parce que si l'autosuffisance alimentaire qui était prônée n'est pas le cas aujourd'hui, on doit retourner au Made in Cameroun pour produire davantage et même vendre auprès des pays voisins. Et c'est là qui fait entrer des devises, qui crée de la richesse, qui rend un pays prospère. Mais on ne peut pas avoir une économie qui est extravertie, tourner vers les importations et croire qu'on va créer de l'emploi, améliorer les conditions de vie des Camerounais. Merci Alphonse Aïssia Bena d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté d'être notre invité de la semaine. C'est moi qui vous remercie et je souhaite mes vœux les meilleurs pour l'année 2022 à tous les consommateurs, à tous les Camerounais. Une année qui sera difficile, mais l'espoir reste. Merci d'avoir accepté cette invitation. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre édition de l'invité de la semaine. Merci à l'hôtel Sawa qui nous offre ce jardin pour l'enregistrement de cette émission.
Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.